Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors aujourd'hui, une interview pour moi un peu émouvante puisque j'accueille avec grand plaisir Laurent Zafran. Bonjour. On se connaît depuis très longtemps, on peut le dire, puisqu'on s'est retrouvés sur les bancs de la fac il y a fort longtemps en Israël. Exact. On était un peu plus jeunes, voilà. Vous allez tout savoir, mais en tout cas, il est là parce qu'il a un parcours d'exception. Il est aujourd'hui consultant externe, il fait de la veille technologique pour de grands groupes européens. Il travaille pour lui, donc il est installé, il est entrepreneur à son propre compte, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et à force de travail, d'acharnement, on peut arriver vraiment à faire de très belles choses dans ce pays. Alors, il est aujourd'hui un spécialiste de la biotechnologie, on peut dire ça comme ça. On peut dire. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez lu le MAG, j'en profite, le MAG, un magazine connu dans le monde francophone, eh bien, il y a un très joli article, une très belle interview de vous. Donc, vous êtes arrivé en Israël en 1994. Mm-hmm. Rien ne vous prédestinait à travailler dans la biotech. Absolument rien. Donc, ça fait 24 ans que vous êtes en Israël. Alors, par quoi vous avez commencé dans quoi vous avez commencé à travailler? Alors, on va faire un retour en arrière. En fait, les premières années de mon alia ont été principalement dédiées à connaître, en tout cas pour moi, ce qui était important pour moi, c'était de connaître l'industrie israélienne, comment fonctionnaient les sociétés en Israël. Évidemment, il fallait que j'apprenne la langue. Et évidemment, donc, j'avais besoin de comprendre un petit peu comment ça se passait au sein de l'écosystème israélien. Et j'ai donc décidé de travailler pour des sociétés israéliennes. Alors, vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé en Israël? J'avais déjà 27 ans. J'étais plus tout jeune. C'est ça. Donc, vous aviez 27 ans. Vous parliez l'hébreu? On va dire que j'avais de très bonnes notions, mais je n'avais pas un hébreu suffisant pour vraiment travailler et avoir un hébreu professionnel, on va dire. L'hébreu que j'avais, c'était un hébreu de tous les jours, mais pas un hébreu professionnel. Donc, alors, comment vous avez fait? Vous êtes retourné à l'Ulpan, quand même pas? J'ai fait quelques mois d'Ulpan, mais je dois dire que j'ai perfectionné mon hébreu principalement en travaillant, en fréquentant énormément d'Israéliens, et voilà, en faisant des efforts, en lisant les journaux. En se forçant à lire le journal. Il n'y a pas de secret. Il paraît que c'est un excellent exercice. C'est le meilleur. Je recommande vivement, effectivement, à ceux qui veulent apprendre l'hébreu, de faire l'effort de prendre des journaux, même si ils ne comprennent pas tous les mots. Mais je pense que ça aide énormément. Alors, vous êtes arrivé dans les premières années, vous avez bossé chez Berlitz. Exact. J'ai été recruté chez Berlitz, qui est une école de langue, une société américaine à la base, mais qui a des bureaux partout un petit peu dans le monde entier. Et donc j'ai été recruté dans cette école de langue pour développer finalement le marché du B2B en Israël. Business to business, ça veut dire en fait, vous allez vendre des formations à des sociétés en fait. Exactement. Non pas à des particuliers comme le faisait jusqu'à présent. Exactement. La société vendait uniquement ses cours de langue à des particuliers, a décidé de se développer sur le monde industriel israélien et a proposé ses services auprès de grands groupes de sociétés israéliennes. Alors ça veut dire quoi? C'était des sociétés qui voulaient aider leurs employés à parler l'anglais, le chinois, c'était ça? C'est exactement ça. C'était des sociétés qui savaient bien, qui sentaient bien que le niveau d'anglais, principalement, puisque l'anglais était quand même la langue qui était la plus demandée, voulaient perfectionner le niveau des employés et donc proposer des cours à domicile au sein de leur société. Donc mon travail était de finalement m'occuper du développement du cours du début jusqu'à la fin, d'envoyer les professeurs sur place et finalement aussi également constater l'avancée. Si ça marchait, si les employés avaient certains acquis au niveau de la langue, s'ils avaient progressé. Exactement. Alors là, on est quand même très loin de la biotech. On est complètement très très loin de la biotech, effectivement. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une excellente école dans le sens où, encore une fois, j'ai rencontré énormément de sociétés israéliennes
Et finalement, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un réel besoin de personnes comme moi, qui avaient finalement grandi, étudié, qui avaient une culture différente, une langue différente. À l'extérieur d'Israël, grandi et étudié à l'extérieur d'Israël. Tout à fait. Alors pourquoi c'était tellement important d'avoir une espèce de médiateur entre une société israélienne, d'autres sociétés israéliennes? Qu'est-ce que vous avez senti que vous étiez un plus? Pourquoi? J'ai senti que les Israéliens savent développer des choses très innovantes, très intéressantes, ont des concepts, ont des idées, qui savent probablement mieux les exporter vers les États-Unis ou peut-être en Asie, mais beaucoup moins en Europe. Parce qu'il y a une grosse barrière En tout cas, c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais à l'époque, effectivement, il y avait une grosse barrière entre la mentalité israélienne et les mentalités européennes. Les Israéliens sont, de par le contexte socio-politique, etc. Un peu rentre-dedans, grande gueule. Exactement. Ils sont peu patients, ils ne comprennent pas trop les processus de décision, de prise de décision. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui fait le tampon, quelqu'un qui fait un petit peu le médiateur, quelqu'un qui va savoir gérer un petit peu, calmer les ardeurs, effectivement, comme vous dites, des Israéliens. Et puis, d'un autre côté, savoir également comprendre comment ça se passe auprès de ces grands groupes en Europe et finalement les aider à faire le matching, en fait. C'est ça. Donc, vous avez senti dès ce moment-là qu'il y avait un créneau. J'ai senti qu'il y avait un créneau et en fait, je pense que d'autres personnes l'avaient senti en même temps que moi. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai souhaité intégrer, rentrer dans ce créneau-là. Donc, alors, vous quittez Berlitz. Je quitte Berlitz. Au bout de combien de temps? Pratiquement un peu plus de 4 ans. 4 ans. Et vous rentrez dans une société qui, c'est une première en Israël, externalisait en fait le développement d'affaires entre l'Europe et Israël. Exactement. Alors vous alliez chercher quoi? Des partenaires européens? Vous vendiez la technologie israélienne en Europe, c'était ça le propos? Exactement. En fait, le propos, c'était que des deux entrepreneurs, un Français et un Israélien, ont mis en place une société qui s'appelait le groupe Fantine, qui a été la première société en Israël à proposer ce genre de service. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire que la majorité des startups, principalement, puisque les clients étaient principalement des startups, avaient leurs propres équipes en interne. Et finalement, ce qu'on leur proposait, c'était de recruter, si vous voulez, pour eux, des personnes qui venaient d'Europe. Si une société X avait pour but, pour mission, de pénétrer le marché allemand, c'était beaucoup plus facile que ce soit un Allemand qui s'en occupe plutôt qu'un Israélien. Parce qu'il avait la connaissance, parce qu'il avait le réseau, parce qu'il avait la mentalité, etc. Donc cette société a développé une externalisation des équipes de marketing, de vente, de business développement, et en fait aider ces sociétés israéliennes à trouver des partenaires en Europe, à ouvrir des bureaux, à trouver des investisseurs, à trouver des intégrateurs. Ça dépendait un petit peu de la phase à laquelle se trouvait cette technologie, mais en gros, où ce produit. Mais en gros, l'idée, c'était vraiment de les accompagner, de faire un travail d'accompagnement. Donc, vous faisiez en fait du sourcing, on va dire ça comme ça. Vous cherchiez des projets intéressants en Israël que vous pouviez exporter en Europe. Exactement. Ça marchait bien? Ça a très, très, très bien marché. Ça a même explosé. Ça a été une réelle comment dire, ça a été vraiment une société, la première société qui était un précurseur dans ce domaine-là. Et puis il y a eu la bulle du high-tech, et puis il y a eu le 11 septembre, et puis pour plusieurs raisons, donc, puis il y a eu d'autres sociétés qui ont un petit peu copié ce modèle-là, évidemment. Forcément, quand ça marche, ça va vite en Israël. Tout à fait. Quand il y a quelque chose qui marche, forcément, exactement. Le lendemain, nous avons la même chose. Exactement. Ouais, ils sont très forts pour ça. Donc, vous voyagez beaucoup déjà, j'imagine. J'ai commencé à voyager énormément à l'étranger, effectivement. Ok, donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Et puis, donc cette aventure qui vous a beaucoup plu professionnelle s'arrête. Et puis là, vous rentrez dans un autre, on va dire un autre domaine. Vous commencez dans le monde de la cosmétique.
C'est là que l'aventure commence. En fait, je suis recruté par une société qui a développé une technologie qui est reliée à la cosmétique. Soit à la cosmétique ou soit à des choses un peu plus thérapeutiques, mais en tout cas qui est reliée aux soins de la peau en règle générale, et qui me recrute pour développer le marché français spécifiquement. Et donc, je travaille pour cette société. Vendre ce produit en France, tout simplement. Vendre cette technologie, en l'occurrence, c'est une technologie sur le marché français. Trouver un canal de distribution et promouvoir cette technologie, et mettre en place cette technologie sur le marché français. Donc, vous continuez un peu à faire ce que vous saviez faire. Exactement, sauf que je rentre un petit peu par hasard dans un domaine qui, à la base, n'était pas du tout le mien, mais pourquoi pas ? Ça m'intéressait, c'était encore une fois une nouvelle expérience. Je démarrais un petit peu un projet spécifiquement sur le marché français, donc j'avais des très bonnes connaissances. Alors vous êtes quand même très ouvert, parce que passer des langues à la commercialisation de sociétés high-tech, start-up, en retournant à la cosmétique, il faut être quand même flexible, on va dire. Je suis un autodidacte, et puis je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'en Israël, il faut être flexible, effectivement, et que quand on arrive, tout est bon à prendre. Ça, c'est pas très français, par contre. En tout cas, peut-être moins aujourd'hui. À l'époque, je crois que ça l'était un peu plus. Moi, j'ai essayé de saisir les opportunités où elles venaient. Et puis, finalement, je suis très content du chemin que... Vous avez bossé dur. J'ai bossé dur. J'ai beaucoup voyagé. Pendant de longues années, j'ai finalement travaillé ensuite pour d'autres sociétés qui me recrutaient finalement uniquement pour développer leur export. Donc, ce qui m'a amené effectivement à voyager énormément. C'était quoi la fréquence de vos voyages à peu près ? Ça dépendait, mais en moyenne, au minimum, c'était 1 fois par mois. C'était souvent 2 fois par mois et des fois un peu plus. 2 fois par mois, vous avez été beaucoup en Asie, en Amérique latine, en Europe, évidemment. C'est beaucoup 2 fois par mois. Ça me fait penser à nos amis qui font l'Alia Boeing. Alors eux, ils bossent pour des boîtes françaises, ils n'ont rien ici, mais ils font quand même les allers-retours. Vous aviez le même quotidien, mais vous, c'était le contraire. Tout était ici en Israël par des boîtes israéliennes. Exact. Les Israéliens considèrent que s'il n'y a pas de travail de terrain, les projets ne peuvent pas avancer. Donc ils poussent constamment à voyager. Des fois, c'était justifié, des fois, ça l'était un peu moins, mais en tout cas, ces voyages m'ont formé. Comment on gère ? Alors, ça vous a formé professionnellement, certes, mais comment on gère ça sur le plan personnel ? C'est compliqué, non ? C'était un peu compliqué parce que en parallèle, je me suis marié, puis que j'ai eu des enfants, et donc j'étais souvent pas à la maison. Mais quand il s'agit de Parnassa, on réfléchit pas, mais pourtant, c'est pas facile à gérer. Comment vous avez fait ? Quand on s'engueule, après on voyage, on oublie, c'est ça ? Quand on revient, c'est oublié ? Ça aide, ça peut aider. Dans certains cas, ça peut aider. On s'habitue, tout simplement. C'est un travail, on ne se pose pas de questions, on y va, et puis il faut ce qu'il faut. Et puis quand on a une partenaire qui comprend, accepte, ça se passe bien. Ok. Alors ensuite, après 12 années dans ces diverses sociétés où vous avez vendu, on va dire, leur technologie pour des sociétés en Europe, vous avez décidé de monter votre propre entreprise. C'est-à-dire que j'ai considéré à un moment donné que j'avais suffisamment acquis de confiance en moi, d'abord, que j'avais construit un réseau assez important qui me permettait de penser que aujourd'hui je pouvais proposer mes services en tant que moi-même et non pas en représentant une société. Et donc j'ai considéré encore une fois que c'était le bon moment pour y aller. J'ai eu une opportunité à ce moment-là puisque j'ai le groupe Nestlé, qui est un grand groupe que vous connaissez probablement. Oui, bien sûr. Le groupe Nestlé m'a demandé d'être leur consultant en Israël pour trouver des choses ici intéressantes, innovantes. Et donc, ça m'a effectivement aidé à me lancer, ce projet. Alors là, du coup, c'était un peu le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener des gens en Europe, vous preniez les Européens et pour leur faire découvrir la technologie israélienne. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est que... Au même moment où finalement je commençais un petit peu à me lasser d'être constamment en voyage, j'ai eu l'opportunité, grâce à Dieu, d'avoir un projet qui finalement
Vous permettez de rester en Israël. Me permettait de rester beaucoup plus en Israël et finalement de faire venir ces grands groupes sur le territoire israélien. Et finalement, il s'avère, après 3 ans, que c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace dans le sens où ces grands groupes viennent en Israël, rencontrent les interlocuteurs, rencontrent les sociétés, rencontrent les chercheurs, comprennent comment ça fonctionne ici, et finalement, c'est beaucoup mieux. Alors, comment vous faites pour sourcer, on va dire, ces projets ? Aujourd'hui, je me suis fait un petit nom dans mon industrie, qui est celle de la cosmétique, la dermatologie, tout ce qui est relié, la biotech. Tout ce qui est la biotech c'est énorme, mais dans le large, et plus principalement dans le domaine de la santé de la peau, qui est vraiment mon domaine de prédilection aujourd'hui. Et donc, à force de rencontres, à force de rendez-vous, à force de voyages, et à force de sérieux aussi, je pense, et à force aussi d'avoir finalement créé des choses intéressantes, avoir finalement initié des contrats assez intéressants. Donc je me suis fait un portfolio de clients que je pouvais contacter et proposer ces services-là. Quelle est la plus jolie réalisation ces derniers temps que vous avez fait justement dans votre industrie, dans votre cœur de métier ? J'ai généré des contrats assez importants, ce qui est bien. Et puis je pense que la chose dont je suis le plus fier, c'est que finalement je suis un petit peu un ambassadeur aujourd'hui pour l'État d'Israël, et que finalement mon travail consiste constamment à aider l'industrie israélienne à se développer. Et j'en suis fier parce que je crois que c'est la plus belle réalisation que je pouvais faire, parce que j'ai fait le choix de venir habiter en Israël, donc si je peux aider, c'est très bien. Alors, vous êtes complètement autodidacte, il faut bien le dire. Vous n'étiez pas du tout programmé pour ça. C'est une double fierté, personnelle et puis après plus globale par rapport à ce que ça représente, par rapport à votre sionisme, à l'État d'Israël, évidemment. Je pense que ça confirme le fait qu'en Israël, on peut être un self-made man, que finalement, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour pouvoir finalement accéder à un rêve. Je ne sais pas si c'était vraiment mon rêve, parce que les choses se sont faites tout simplement toutes seules. Mais je considère que ici, en tout cas, plus facilement peut-être que dans d'autres pays, lorsque on veut atteindre un but, c'est faisable, c'est possible. À force de travail, certes, mais c'est faisable. Et que finalement, on te donne tes chances aussi ici, même si beaucoup pensent qu'Israël, c'est difficile, que c'est dur, qu'on a moins d'aide, mais je pense que si on a un tempérament de fonceur, on s'accroche, on est sérieux aussi. Vous l'avez dit, je crois que c'est très important, la régularité, le sérieux, ça paye un jour ou l'autre. Ouais, je pense. Alors, on était ravis de vous retrouver, vraiment, de vous recevoir. Moi, je suis très émue parce que je trouve que c'est vraiment un beau parcours. Puis comme ce qu'on dit depuis très longtemps, il y a des gens comme ça qu'on voit de loin en loin et de voir l'évolution, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Donc, si on a un business intéressant, en fait, dans la cosméto, on va dire, en tout cas dans la cosméto technologique, vous pouvez aider une société israélienne à se vendre en Europe. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai une très bonne connaissance de l'écosystème israélien. Et une très bonne connaissance de l'écosystème européen aussi. Et il y a des choses que finalement, si on ne va pas faire ce travail de terrain, on ne va pas les voir. Aujourd'hui, moi, j'ai conscience qu'il y a énormément de choses qui se passent en Israël. Alors, donnez-nous juste quelques exemples, parce qu'on reste un peu sur notre fin, parce qu'on a beaucoup utilisé ce mot biotech, cosméto, technologique, etc. Mais 2-3 exemples avant de terminer l'émission, c'est quoi exactement ? La biotech, c'est tout ce qui est finalement à l'opposé du high-tech, même si aujourd'hui la biotech et le high-tech se rejoignent énormément, puisqu'il y a beaucoup de choses dans le domaine de la biotech beaucoup de choses qui finalement sont requises par l'industrie et qui touchent finalement des applications high-tech. Donc aujourd'hui, tout ce qui est biotech, c'est tout ce qui est censé améliorer la santé de l'homme via des nouvelles
recherche, des études sur des nouvelles molécules, sur des nouvelles technologies, sur des technologies d'imagerie. Donc c'est très, 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 très vaste, la biotech. Donc, c'est des choses qu'on peut rajouter à un produit, c'est ça ? Ça peut être des plateformes de délivrance, ça peut être encore une fois, des nouvelles molécules, ça peut être... Des applications, on peut, par exemple, un produit de crème cosméto X ou Y, on le scanne, on a tous les ingrédients qui le composent, par exemple, quelque chose comme ça. Enfin, c'est très varié. Aujourd'hui, il y a des applications qui permettent... Un exemple. Il y a des applications, par exemple, aujourd'hui, qui permettent de mesurer le taux de pollution dans l'air. Et donc, si on sait en temps voulu qu'on est exposé à un taux de pollution important, ça peut permettre pour une société de cosmétiques de dire à ce moment-là, c'est bien de mettre telle ou telle crème parce que votre peau est en danger. Donc, grâce à la biotechnologie, on a des arguments de vente supplémentaires. Exactement. Ouais, et puis, ça permet aux sociétés de cosmétiques d'être plus proches de leur clientèle, de mieux comprendre leurs besoins. Et donc, il y a tout un panel de choses. Il y a tout un panel de choses qui intéressent énormément les sociétés de cosmétiques aujourd'hui, dans le domaine du digital, par exemple. Donc, il y a encore une fois... La biotech, c'est très large. Même les crèmes, etc., sont attirées par le digital. Les crèmes, même le médicament, aujourd'hui, est attiré par le digital. Bien sûr. Donc, ça peut être beaucoup plus cosmétique, mais ça peut être aussi très pharmaceutique. Donc, c'est vraiment... assez vaste. C'est très vaste. Bon, si vous aviez un conseil pour ceux qui arrivent et qui ont envie de se lancer, mais qui ne savent pas trop. Aujourd'hui, c'est différent que ce que c'était il y a 24 ans, quand je suis arrivé en Israël. Aujourd'hui, moi, le conseil que je peux donner à tous les Français qui arrivent aujourd'hui, la première, c'est de faire peut-être le maximum d'efforts pour s'intégrer à la société israélienne, parce que sur le long terme, lorsque l'on reste entre Français, c'est moyen, parce que finalement, on n'apprend pas la langue, on n'apprend pas la culture, et qu'on n'arrive pas finalement à s'intégrer de manière complète. Donc, faire les efforts, faire les démarches d'aller vers les Israéliens, premier conseil. Et puis, la deuxième chose que j'ai appris avec les années, c'est que finalement, il faut tout accepter avec amour en Israël. Tout, même les choses qui sont très... Même les galères. Mais il n'y en a pas des galères en Israël. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, pas un petit peu, mais pas énormément. Mais tout accepter... Alors voilà, ce sera la phrase de la fin. Il faut tout accepter avec amour. Ouais, ne pas se plaindre. Voilà, ok. Bon, eh bien, écoutez, Laurent Zafran, on était hyper contents. Enfin, moi, j'étais hyper contente de vous recevoir, de voir ce joli parcours. Et on vous souhaite bonne chance dans toutes vos entreprises. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.